1812. L'Empire français de Napoléon Bonaparte contrôle toute l'Europe d'une main de fer. Empereur depuis 1804, le dirigeant a vaincu tous ses adversaires continentaux, sauf l'Espagne qui lui pose encore des difficultés. Qu'est-ce qui a poussé Napoléon, bien installé sur le trône de France, à s'attaquer à la Grande Russie du tsar Alexandre? La Grande Armée avait-elle les moyens stratégiques de l'emporter? Pour comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants de la campagne, il faut revenir un peu dans le passé. La puissance russe s'est principalement développée au cours du XVe siècle, pour réellement s'affirmer vers 1600-1700. Pierre le Grand a posé les bases de l'Empire. Déjà imposante par sa taille, elle s'est étendue au cours de son existence un peu partout, en Crimée, de l'Oural au Pacifique, en Géorgie et sans oublier la Pologne qui, découpée en 3 partages successifs, lui ont permis d'annexer une partie de ce royaume, de l'Ukraine et de la Lituanie. La Russie va peu à peu s'imposer sur la scène européenne pour devenir un acteur majeur. Néanmoins, pour le soldat classique de la Grande Armée, le pays ne se résume qu'à une vaste étendue de plaine. Bien que vague dans l'esprit des Européens, la Russie, c'est tout de même 40 millions d'habitants à l'horizon 1810, un mastodonte démographique avec de grandes villes comme Saint-Pétersbourg ou Moscou, dans un pays majoritairement rural. Alors quelle idée est donc venue à l'esprit de Napoléon pour décider de déclarer la guerre à un tel État? Les causes sont nombreuses, mais l'une des principales est très certainement le rapport qu'il entretient avec Alexandre Ier. Après le traité secret de Tilsit, suite à la défaite du tsar à la bataille de Friedland, la Russie et la France sont théoriquement alliées. Seulement en théorie, car Alexandre veut en réalité juste gagner du temps. Il continue même d'accueillir dans ses ports des navires britanniques. Napoléon, jugeant que la guerre est inévitable, décide donc de frapper le premier. La Grande Armée compte environ 650 000 hommes, dont 420 000 qui traversent le Niémen entre le 24 et le 27 juin. Les rapports de force sont colossaux. L'imaginaire collectif pense à tort que Napoléon était loin d'être préparé pour l'assaut, qu'il agissait purement et simplement par ambition personnelle. Il y a effectivement peut-être une part de vérité dans ce discours. Toutefois, l'empereur était pleinement conscient des difficultés qu'il allait affronter sur le sol russe. Déjà car lui-même a fait campagne en Europe de l'Est, avec l'invasion de la Pologne de 1807. Il savait que les ravitaillements allaient être rares, dans une terre peu peuplée, en proie à un hiver terrifiant. Environ 7800 véhicules sont dépêchés pour fournir les besoins nécessaires à l'armée depuis les dépôts de ravitaillement de la vallée de la Vistule. En juin 1812, 12 corps d'armée sont mobilisés dans le nord de l'Allemagne et en Pologne. L'armée de l'empereur frappe non seulement par sa taille, mais aussi par sa diversité. Ce n'est pas seulement la France qui participe, mais toute l'Europe. Des Polonais, des Lituaniens, 190 000 Allemands, des Néerlandais, des Suisses, des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Il est toutefois nécessaire de noter que, mis à part les Polonais et les Français, la grande majorité des troupes agissaient un peu par contrainte. Cette immense force est coordonnée autour de 3 lignes, accompagnée par 200 000 chevaux et 1372 canons. La première est la plus importante, avec 449 000 hommes. Son armée principale étant commandée directement par l'empereur. La deuxième sert de relève avec 165 000 hommes, tandis que la troisième garde l'arrière. La Russie, bien qu'ayant une armée similaire en soldats, ne compte que 250 000 soldats sur son flanc occidental. L'objectif de l'empereur n'est pas de conquérir le territoire russe. Cela n'aurait qu'un faible intérêt stratégique, et les moyens mis en œuvre pour le conserver affaibliraient drastiquement la structure globale de l'Empire. Non, le réel intérêt de cette campagne est de détruire l'appareil militaire du tsar et de contraindre Alexandre à se joindre au blocus continental. 3 semaines. C'est le temps que Napoléon estimait nécessaire pour vaincre la Grande Russie. Toutefois, ça coince, et pas que sur un aspect. Barclay de Tolly sait pertinemment que s'il engage un combat frontal avec l'empereur, il perdra. Il souhaite donc mettre Napoléon à rude épreuve en évitant de le confronter sur son terrain favori, le champ de bataille. De Tolly souhaite jouer sa carte la plus puissante, l'environnement. En pratiquant une politique de la terre brûlée et en contraignant les troupes françaises à s'enfoncer dans les terres, il savait que l'empereur aurait des difficultés à se ravitailler, tout en gagnant un temps précieux. La première grande bataille se déroule à Saltanovka, où le maréchal Davout affronte les Russes frontalement. Non seulement l'issue de l'affrontement est plus que douteuse,
mais une part importante de la Grande Armée a déjà péri avant même l'ouverture des combats. Dès la 3e semaine de juillet, 80 000 soldats étaient déjà morts ou malades, le typhus et la dysenterie faisant des ravages au sein des troupes françaises. La stratégie de la terre brûlée russe fonctionne, les ravitaillements se font rares à cause des routes de mauvaise qualité, 1000 chevaux meurent chaque jour pendant les 175 jours d'offensive. Toutefois, la stratégie russe commence à s'épuiser et face à la pression d'une mutinerie, l'affrontement semble inévitable, au grand bonheur de Napoléon. La bataille de Smolensk se déroule du 16 au 18 août, forçant les Russes à se replier vers Moscou malgré une résistance héroïque. Provoquant une véritable indignation, la défaite de Smolensk signe la démission de Barclay, remplacé par Kutuzov, vétéran d'Austerlitz. Il choisit de se positionner à Borodino, à environ 120 km de Moscou. C'est ici que se déroulera la bataille décisive de la campagne de Russie. 300 000 hommes s'affrontent pour un bilan bien trop élevé. 35 000 morts français pour 45 000 Russes, sans compter les blessés et les malades. Napoléon parvient à prendre Moscou le 14 septembre, mais à quel prix ? Les dépôts de ravitaillement sont brûlés, les 250 000 habitants de la ville sont évacués et la ville se transforme petit à petit en véritable bûcher. Face à la détermination du tsar et du peuple russe, Napoléon ne peut obtenir un traité de paix avec Alexandre, malgré l'importance culturelle et symbolique de la ville. Ne disposant plus que de 100 000 hommes, l'empereur ordonne la retraite. Les routes, à cause de l'automne, sont boueuses et les troupes françaises subissent l'harcèlement répété des Russes. Bien que victorieux face aux troupes de Kutuzov, la déroute est totale et les survivants souhaitent quitter le plus rapidement possible la Russie. Pour couronner le tout, la Grande Armée subit l'hiver russe de plein fouet. Cannibalisme, mutinerie, les tensions deviennent vite insoutenables. Alors qu'il s'approche de la Bérésina, Napoléon se fait piéger par le général russe Peter Wittgenstein. La Grande Armée échappe de peu à la destruction. Bien que rentrant à Paris, Napoléon subit directement les retombées de cette campagne catastrophique. Sur les 615 000 soldats mobilisés, à peine 100 000 reviendront vivants. Le total des morts civils et militaires dépasse le million. Bien que la conscription fût vite reprise, les pertes en artillerie et en cavalerie ne peuvent être compensées par la levée de troupes. La guerre de la 6e coalition aura raison du Premier Empire.